toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cette seconde journée de travail Héritech. Merci à ceux qui étaient déjà là hier, qui ont pu faire le tour des merveilles de ce mystère le mieux caché d'Auvergne qu'est la Haute-Loire. Hein, et cette magnifique ville du Puy-en-Velay, la ville haute et historique, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui a été élue monument préféré des Français, deuxième position. C'était en quelle année, 2007 ou 2017? C'était il n'y a pas très longtemps. Voilà, super, merci beaucoup. Donc on va travailler ce matin sur différents points de vue autour de la valorisation numérique des patrimoines. C'est une question qui est éminemment transverse, puisque Héritech a été créé pour être un lieu de convergence entre les acteurs du patrimoine et de la culture, évidemment. On pourrait dire des patrimoines, parce qu'on englobe à la fois la question des patrimoines bâtis et architecturaux, la question des patrimoines immatériels, la question des patrimoines naturels, et Dieu sait qu'ici on est bien servi en emploi, et aussi le patrimoine industriel. Donc ces patrimoines sont représentés par des associations, par des élus, par des acteurs de terrain et des professionnels. On a souhaité faire converger avec d'autres acteurs, qui sont ceux du tourisme, ceux qui commercialisent, qui vendent des destinations. Parce que ces patrimoines sont des vecteurs de mobilisation des touristes. Aujourd'hui, la grande majorité des touristes étrangers qui viennent en France viennent pour découvrir nos patrimoines. Donc, quand on regarde les 60 destinations touristiques qui drainent le plus de visiteurs, 2020 excepté évidemment, quoique. Mais quand on voit effectivement qu'on prend ces 60 destinations, 50 sont de nature patrimoniale. Voilà. Donc quand on vient en France, c'est pour voir les patrimoines. Et derrière ça, il y a des patrimoines qui sont connus internationalement, qui d'ailleurs sont parfois survisités, et eux-mêmes en souffrent, comme le Mont Saint-Michel aujourd'hui, qui va être obligé, pour des raisons de préservation, de limiter. Eh bien, il y a tous les patrimoines des territoires. C'est-à-dire en fait, tous ces lieux, tous ces mystères qui sont trop bien cachés et qu'on doit porter à la connaissance des touristes du monde entier. Donc la question, c'est comment on fait converger ces acteurs des patrimoines, ces acteurs du tourisme, et les acteurs du numérique, c'est-à-dire ceux qui sont capables de faire des petits miracles dont vous avez vu 5 échantillons hier, avec Novelab pour la Grotte-Chauvet, Nouvéa et Sommetron pour Cabourg, Narrative avec Volvicomte, Artips avec Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, vous avez eu des exemples très marquants de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui en termes de valorisation patrimoniale et de numérisation patrimoniale. Donc voilà, deuxième épisode, deuxième journée, on va demander à nos intervenants qui représentent les acteurs du tourisme, qui représentent les élus des parcs, qui représentent les élus des petites cités de caractère. Voilà, comment eux, ils regardent cette question du numérique. Parce que ça fait 15 ans qu'on bricole des trucs, qu'on se dit qu'avec ça, on va tout faire péter. Des fois, on fait tout péter, et puis des fois, tout pète. Parce que la start-up sur laquelle on comptait, voilà, elle est liquidée, parce qu'on a fait un projet pour se faire plaisir avec des crédits européens, et puis au bout de 3 ans, les crédits européens, il n'y en a plus, hein, c'est la règle des minimis. Donc voilà, plus ça tombe, plus ça... Voilà. Et puis il y a d'autres fois où la mayonnaise prend très fort, et où ça s'inscrit dans la durée. Et donc notre enjeu aujourd'hui, ça va être à la fois de faire le bilan de ces 15 ans de bricolage expérimental, d'essayer d'en sortir un certain nombre de bonnes pratiques. On retrouvera cet après-midi dans, je dirais, le programme, le plan de charge du livre blanc, puisque dans le cadre d'Héritech sera lancé cet après-midi l'écriture avec vous d'un livre blanc de la numérisation des patrimoines à finalité touristique. Voilà. Ce ne sera pas un truc d'expert, ce sera un truc basé sur des monographies, des terrains. Je vous présenterai à l'occasion les 6 étudiants de l'Institut d'Auvergne de développement des territoires qui vont conduire cette mission sous la direction de leur directeur. Mais en l'occurrence, l'idée ce sera de revenir vers vous pour Héritech numéro 2 l'an prochain avec un livre blanc qui soit un mode d'emploi. Pas pour dire ce qu'il ne faut pas faire, mais peut-être pour pointer ce qu'il faut faire et puis pour pointer ce qu'il ne faut pas oublier de faire dans un projet de territoire à vocation patrimoniale. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais demander à nos intervenants, pardon, oui, parce que je suis revenu à nos intervenants de la table ronde suivante de bien vouloir nous rejoindre. Christian Bourizard, sous vos applaudissements, président d'ADN Tourisme. Installez-vous ici. Anne Siba, coordinatrice régionale
des petites cités de caractère pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, on l'appelle également. Stéphane Adam, qui est le directeur de la Fédération des parcs naturels régionaux. Alors, on dit les parcs en général maintenant, hein. Moi je rajoute toujours des naturels régionaux, mais je promis, je vais arrêter. Anita Hériard-Sorondo, directrice marketing, innovation et nouveaux usages du groupe Orange. Merci Anita d'être avec nous sur l'applaudissement. Je vous invite à vraiment ici en plateau. Et Frédéric Doé, donc, qui est le directeur général de la fondation RTE, que je vous demande d'applaudir également. C'est ça. Non, non, mais il y a l'école des filles et l'école des garçons. Pardon, je vous ai privé de cette présence féminine, mais je voulais les garder pour moi. En l'occurrence, donc, oui, si on peut enlever les badges pour éviter les reflets sur les photos. Voilà, c'est juste un... Et les masques, vous les gardez tant que vous ne parlez pas. Au moment où vous parlez, vous l'enlevez, puis après, vous l'enlevez. Voilà. Si vous le voulez bien, hein. Je ne vous impose rien. Mais la sécurité de tous est l'affaire de chacun. Donc, sans plus attendre, Christian Morizard, donc ADN Tourisme, je vais vous laisser nous dire ce qu'est ADN Tourisme, parce que c'est un acteur dans le paysage touristique qui aujourd'hui est arrivé peut-être à faire la fusion qu'on attendait depuis très longtemps, pour coordonner les énergies touristiques sur les territoires. Et je vais vous laisser nous dire comment, au sein d'ADN Tourisme, tous les acteurs du tourisme regardent cette question du numérique, ce qu'ils en attendent, et ce qu'ils ont, je dirais, envie d'en faire, et avec qui, et qu'est-ce qui parfois les arrête et les bloque. Bonjour à vous tous. Donc effectivement, l'ADN Tourisme, c'est une fédération qui a été créée il y a très peu de temps, pour être précis le 11 mai, le 11 mars, puisque le 11 mai, nous sommes en plein confinement, le 11 mars de cette année, et c'est la réunion des 3 fédérations du tourisme institutionnel représentées par Destination Région, les comités régionaux de tourisme, Tourisme et Territoire, c'était les agences départementales de tourisme, et OTF, qui était la Fédération des offices du tourisme de France. Donc nous avons mis un temps record, puisque c'était un souhait, un vœu depuis des années, que l'ensemble des strates du tourisme institutionnel se réunissent en une seule et unique fédération, et ce pour être plus efficace possible, que ce soit dans l'utilisation de l'argent public, surtout, et puis qu'il y ait une transversalité et une meilleure cohérence dans les projets réalisés par les uns et par les autres, et que justement les uns et les autres puissent s'approprier l'ensemble des projets pour leur réussite. Ce qui n'est pas toujours évident. Le tourisme, comme ailleurs, il y a quelques personnalités, quelques égos, quelques strates, bref, quelques conflits qu'il fallait... Non, j'ai l'impression que tout le monde a compris. Et par rapport à la question que Sébastien, en général, j'ai toujours un problème avec les prénoms. Le numérique, le tourisme et patrimoine. Je ne vous cache pas que, ayant été pendant très longtemps adjoint à la fois au tourisme et au patrimoine dans ma ville d'Arles, inscrite à l'issue au patrimoine mondial. D'ailleurs, je suis très heureux d'être ici, puisque je disais à Sébastien, c'est ici au Puy que nous avons créé l'association des biens français inscrits au patrimoine mondial, c'était exactement en 2007. Et sur la concrétisation des plans de gestion, puisque la France était un très mauvais élève au regard de l'UNESCO, puisque tous les sites inscrits avant quasiment 2001-2002 n'avaient pas de plan de gestion, et c'est devenu une règle. Et le plan de gestion, on va y revenir, c'est quelque chose de très, très important, parce que c'est ce qui définit, on va dire, le carnet de route de la gestion d'un patrimoine. Qui plus est inscrit au patrimoine mondial, mais on peut s'en servir pour la gestion, je dirais, normale, de tous les patrimoines que tu as cités, qu'ils soient immatériels, environnementaux, industriels, etc. Donc ce travail, nous l'avons réalisé ensemble, mais j'ai pu me rendre compte que, je vais être gentil, il y avait un certain cloisonnement entre le tourisme et la culture. Et que lorsqu'on parlait de produits, effectivement, ça hérissait quelque peu les gens de la culture. Donc, pour être le plus clair possible, on a parlé de contenu et de contenant. Le contenu, ben, c'est aux professionnels de le définir. Le contenant, c'est aussi aux professionnels de le vendre. J'ai une petite anecdote à Arles, il y a un magnifique musée sur l'archéologie, et donc nous avions rencontré le conservateur adjoint,
je lui avais fait remarquer que sa boutique, elle ne correspondait pas à la demande de la clientèle. Il m'a dit, Monsieur Morisa, je n'ai pas fait 15 ans d'études pour vendre des cartes postales. Je lui ai dit, mais je ne vous le demande pas parce que vous ne sauriez pas le faire. À chacun son métier, à chacun son travail. Et je crois que la transversalité, c'est quelque chose de très important. Et dans l'action du numérique, c'est encore plus important parce qu'effectivement, pour être dans les données numériques, on a besoin d'un partenariat énorme. Lorsque, dans le cas de cette crise avec Atout France, avec la DGE, Direction Générale de l'Entreprise, c'est Bercy, hein, pour être clair, que ce soit avec l'IGN et avec ADN Tourisme, nous avons décidé de créer une carte de France sur les sites, on va dire, touristiques. Et donc, il fallait remplir, on va dire, cette carte de France, et nous avons, par le travail des uns et des autres, à peu près recensé 260 000 sites. 260 000 sites. L'important après, c'est qu'effectivement, cet outil, il soit dans la communication et il soit utilisé. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Si on fait quelque chose uniquement pour se faire plaisir, il n'y a pas une grande efficacité. Et donc, à travers ces 260 000 sites, ça demande quoi? Ça demande un réseau énorme de faire remonter l'information sur l'offre touristique. Et aujourd'hui, la mise à jour de l'offre touristique, c'est un casse-tête chinois. Entre les hôtels qui ne sont pas ouverts, les restaurants qui ferment, etc. Tout ce qui fait l'attrait touristique d'une offre touristique. Et donc, si nous n'avons pas sur le terrain des gens qui font remonter l'information, c'est-à-dire la donnée, après, il y a l'utilisation de la donnée. Alors là, on est sur Data Tourisme, un grand projet avec Atout France, et là aussi, il y a des réticences, parce qu'entre ceux qui font le travail pour fournir la donnée et ceux qui l'utilisent, c'est pas toujours les mêmes. Loin de ça, il faut. Et donc, ça représente un travail énorme, et à un moment donné, est-ce qu'il y a rétribution du travail ou pas rétribution du travail? Est-ce que la donnée est gratuite ou est-ce qu'elle n'est pas gratuite? Donc voilà, aujourd'hui, à peu près les grands axes, il y en a d'autres, mais pour être plus dans le sujet par rapport au tourisme et patrimoine, il est évident que le patrimoine, c'est une vieille maison, c'est-à-dire bien antérieure au ministère de la Culture, puisque c'est sous la monarchie de Juillet que Ludovic Vuittet est nommé directeur général du patrimoine. C'est Prosper Mérimée qui, quelques années plus tard, va lui succéder et qui va faire un travail remarquable, puisque les premiers monuments sont classés aux alentours de 1840. Le ministère de la Culture a été créé sous De Gaulle. Donc là aussi, il y a des habitudes. Plus que des habitudes. Par contre, tout l'intérêt effectivement du numérique dans la gestion patrimoniale, on la voit bien dans la préservation, la conservation et la mémorisation. L'histoire malheureuse de la cathédrale de Paris démontre que si effectivement aujourd'hui, au-delà du magnifique archivage qu'il y avait sur ce monument, c'est grâce aussi à la numérisation qui avait été réalisée. Quand on voit les drames qui se passent au Moyen-Orient avec la destruction de sites incomparables, il est un fait qu'aujourd'hui notre préoccupation au niveau international, c'est de savoir comment on peut mémoriser au mieux par des relevés. Et aujourd'hui, grâce au numérique, on peut avoir des relevés beaucoup plus intéressants, beaucoup plus précis, et effectivement pour garder cette fameuse mémoire de ces monuments par rapport aux conflits armés qui sont malheureusement auteurs, à travers les hommes, de la destruction de ces sites. Donc, il est évident aujourd'hui que nous avons ce numérique. Il y a un philosophe qui disait, nous sommes peut-être dans un nouveau paradigme. C'est quoi? C'est effectivement, nous sommes sur une nouvelle façon à la fois d'agir, de réfléchir, de penser avec le numérique. Il y a le risque, c'est qu'à un moment donné, l'outil doit continuer à servir l'homme et ne pas à la servir. C'est-à-dire la maîtrise même de l'outil. Et je crois que tout l'enjeu vis-à-vis du numérique aujourd'hui, qui va impacter profondément les générations futures, et là aussi on le voit, la rapidité du numérique par rapport à d'autres technologies qui nous ont précédés, c'est qu'aujourd'hui les générations, quand on parle de générations sur le numérique, ce n'est pas des générations de 20 ans, c'est des générations à la limite presque de 2 ans, de 3 ans. Vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, et vous vous rendez compte qu'à un moment donné, l'utilisation même du numérique, elle est extraordinaire. Moi, je fais partie des has-been, j'ai plus rien compris, je suis dépassé.
Si j'ai pas mon petit-fils qui m'explique comment il faut se servir de mon portable, enfin, bientôt le portable il fera aussi du café, hein, si ça continue. Mais enfin, bon, pourquoi pas. Non, mais c'est assez extraordinaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas le refuser. Mais avoir la maîtrise de l'outil, c'est quelque chose de très important. Voilà. J'en dirai pas plus. J'étais assez bon, je crois. On reviendra vers vous, Christian, merci beaucoup. Effectivement, beaucoup de potentiel, tout le monde en applique quelque chose, on voit que c'est compliqué, on voit que la question de la gestion de la donnée est stratégique, on voit que le rapprochement des cultures professionnelles, c'est aussi l'enjeu, c'est tout le travail que veut conduire Eritech. Alors, si on appelle ce rapprochement de nos voeux, Anne-Soula, parfois, voilà, on se dit, on est effectivement des petites cités de caractère, on est né de la notion de patrimoine, finalement, et de cette forme d'exclusivité. Donc, comment on regarde sur le territoire, comment les élus qui sont membres vous nous rappellerez ce que c'est que Petite Cité de caractère de France, comment ils regardent aujourd'hui, vos membres, cette question du numérique, justement? Alors oui, je vais commencer peut-être par expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que sont les petites cités de caractère. Les petites cités de caractère, c'est une marque nationale et maintenant européenne, qui est née dans les années 70 de nombreux élus qui se sont trouvés dépourvus pour pouvoir porter tout l'héritage qu'ils avaient dans leur cité. Pourquoi? Une petite cité de caractère, en fait, c'est une commune de moins de 6 000 habitants. C'est une commune qui a un très beau patrimoine, qui a aussi un secteur protégé pour le conserver. C'est surtout une commune qui est citée, qui l'a été dans son passé ou qui l'est encore aujourd'hui. Et donc, en tant que cité, elle a un patrimoine qui est important, qui est remarquable, qui est resserré, qui est homogène. C'est une ville en miniature, si vous voulez, avec tous les avantages et les charges d'une ville, mais avec les réalités d'une commune de moins de 6 000 habitants, réalité financière et en potentiel humain également pour porter cette charge-là. Donc ces élus se sont regroupés et ont décidé de faire de ce patrimoine un levier de développement pour leur territoire. Et aujourd'hui, ce sont 190 communes en France. Vous voyez la carte ici, on voit bien que c'est parti de Bretagne et que ça arrive tout doucement en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont 190 communes de moins de 6 000 habitants aujourd'hui en France. Dans la région que vous pilotez. Alors, la région que je pilote, la première petite cité de caractère, c'est Marcolès en 2014. C'est notre président actuel qui fait venir la marque ici. Et en moins de 6 ans, on a aujourd'hui 36 petites cités de caractère. C'est le réseau régional qui se développe le plus vite. Bravo. Alors, moi je suis là que depuis 1 an, alors je veux bien récolter les lauriers, mais c'est pas que de mon fait. C'est également grâce à nos partenariats. Je rejoins monsieur dans le patrimoine. L'important, c'est créer du réseau, créer du partenariat. Et ça fait partie de l'ADN même des petites cités de caractère. Aujourd'hui, on a un très bon partenariat avec la région, avec un dispositif financier qui s'appelle Village Remarquable, qui soutient énormément les communes, financièrement notamment, et qui soutient l'association. On a un partenariat avec le commissariat Massif Central. On a aussi des partenariats qui sont moins connus. Je peux citer celui de la maison du tourisme ici au Puy-en-Velay, puisqu'on a la maison de tourisme qui met à disposition à titre gratuit une personne pour gérer les petites cités de caractère dans le département. Donc c'est quand même un partenariat qui est important. On l'a ici en Haute-Loire, on l'a également dans le Cantal, dans le Puy-de-Dôme, dans la Loire, dans l'Allier, dans le Rhône. Donc ce sont des partenariats qui se mettent en place et qui sont très importants parce que ces personnes sont mes yeux et mes oreilles au plus proche du territoire et ça c'est excessivement important. Donc vous voyez ici nos 36 petites cités de caractère, donc qui travaillent en réseau et c'est vraiment l'important dans notre action. Et c'est également des élus que l'on soutient au quotidien dans la mise en place de leur politique de développement à travers le patrimoine. C'est pour ça que nous avons réalisé cette année un guide de l'élu, donc qui est notre Bible, qui met en place toute la méthodologie des petites cités de caractère. Alors il est en version papier et en version numérique. Et tout comme notre guide touristique, je dois avouer que tout le monde préfère les versions papier. Donc je suis désolée pour la thématique d'aujourd'hui, mais le papier a encore de beaux jours devant lui. Passer 20 pages, effectivement, le papier est beaucoup plus ergonomique. Je tiens à préciser juste une parenthèse, si Anne, vous pouvez vous montrer le guide.
Vous en avez un certain nombre dans vos sacs et vous en avez également sur les 2 chaises à la sortie que vous pouvez prendre, c'est pour vous. Une petite cité de caractère, c'est aussi une marque touristique très forte. Alors c'est une marque qui travaille sur la revitalisation des centres-bourgs, sur les écoquartiers. Nous sommes partenaires des petites villes de demain. Nous sommes partenaires sur vraiment un grand nombre de programmes sur la revitalisation de centres-bourgs, parce que pour pouvoir valoriser un patrimoine, il faut d'abord que ce patrimoine y vive, qu'il y ait des habitants qui fassent vivre ces communes, un développement économique. Et à côté de ça, nous avons une marque touristique qui commence à être connue, qui commence à être forte et qui met en valeur ce patrimoine. Alors il faut bien avoir en tête que les petites cités de caractère, ce sont des petites communes. En Auvergne-Rhône-Alpes, la plus petite fait 174 habitants. C'est laquelle? Ça doit être... alors je ne sais pas si c'est Rivry ou si c'est Chillac, dans Haute-Loire, mais c'est à peu près équivalent, voilà. Et puis la plus importante doit être Crémieux en Isère, un peu plus de 3000 habitants. Donc ce sont des communes qui sont souvent exclues en fait des grands circuits touristiques. Ce ne sont pas des communes qui font déplacer les foules au premier abord, alors qu'elles ont un potentiel extrêmement important. Et il faut savoir que dans les petites cités de caractère, l'idée, au départ, c'est de faire venir les personnes pour qu'elles vivent un moment de détente à travers une randonnée urbaine, et elles vont se déconnecter, en fait, du numérique, puisque ce qu'elles souhaitent, c'est se promener dans les rues, c'est parler avec les commerçants, les habitants, goûter à la gastronomie, prendre vraiment le temps de vivre. Et donc souvent, le numérique est pour nous un outil formidable en amont, pour faire venir les touristes et pour faire connaître nos petites cités de caractère. Et souvent, finalement, le numérique est un peu oublié durant la visite. Surtout dans les petites cités de caractère, on veut remettre l'humain au centre de nos préoccupations. Donc on fait toujours en priorité la part belle au guide conférencier, à l'artiste qui va valoriser le patrimoine. Ici, on a le festival du cuivre, par exemple, au Monastier, à la Chaise-Dieu, un magnifique festival également. On peut avoir le festival de spectacles vivants à Marcolès en Cantal. Voilà, ce sont vraiment ces actions qu'on aime valoriser. Alors évidemment, on utilise le numérique pour faire connaître toutes ces actions. Nous avons les sites internet, les réseaux sociaux, la web TV, les podcasts radio, enfin voilà, on utilise au maximum le numérique, mais il est important pour nous de savoir pourquoi on l'utilise et de laisser le numérique comme un outil. Et on se pose toujours la question de savoir, pour valoriser ce patrimoine, quel est l'outil le plus judicieux. Et parfois, le numérique est le plus judicieux parce qu'on sait que dans nos petites cités de caractère, on n'a pas le potentiel humain pour ouvrir les espaces 24 heures sur 24 ou avec de larges ouvertures, notamment en période de basse saison. Donc à ce moment-là, le numérique devient une solution. C'est pas le remède miracle, mais c'est une solution intéressante. De la forme de permanence. Exactement. De vos éléments remarquables. Et puis ça permet surtout d'avoir une offre complémentaire, alors soit parce qu'on ne peut pas ouvrir suffisamment nos espaces, soit parce que la demande est là pour du jeune public, des personnes en situation de handicap ou d'autres demandes qui pourraient arriver. Alors je voulais simplement donner deux petits exemples si j'ai un petit peu de temps, puisqu'on a un bel exemple sur le territoire de la Haute-Loire, c'est celui de la petite cité de Allègre, qui elle a mis en place sur une application qui s'appelle Easy Travel un parcours qui s'appelle Allègre aux deux volcans. C'est un parcours en fait qui remet en scène le circuit des Carrières-Roues, qui permet donc de créer une liaison douce entre la cité urbaine et puis les deux volcans, le mont Bar et le mont Bory. Et là, c'est un circuit qui fonctionne très bien, puisqu'on avait besoin d'une médiation pour relier en fait tous ces espaces qui sont extrêmement importants et qui visuellement, pour un touriste, ne se relient pas forcément spontanément. Donc là, on voit que le numérique est un outil qui est vraiment adapté. On a un contre-exemple, on a malheureusement un contre-exemple, celui de la châtaignerie cantalienne. Ce sont 3 petites communes, Marcolès, Montsalvi et la Roquebrou, que vous voyez dans le sud-ouest du Cantal. Des petites communes entre 600 et 800 habitants,
donc qui n'ont pas forcément le potentiel d'accueil touristique qu'elles souhaiteraient avoir pour leurs visiteurs, et qui ont décidé de transformer leur circuit papier finalement en circuit numérique. Donc elles ont fait appel à une application dont j'ai perdu le nom, excusez-moi, qui permettait en fait de pouvoir être utilisé hors connexion, puisque dans les rues de ces petites communes, il y a parfois des zones qui sont un petit peu compliquées au niveau des réseaux. Donc elles avaient transformé ces circuits, on pouvait lire les documents sur le smartphone, on pouvait avoir une version audio guidée pour ceux qui le souhaitaient, et il y avait même une version chasse au trésor pour le jeune public qui était prévue. Et l'application a été mise en ligne, et une semaine après, l'entreprise a fait faillite. Donc aujourd'hui, nous avons 3 communes qui ont fait un investissement qui est relativement lourd par rapport à leur strate de population, et qui se retrouvent avec une application qui, ne pouvant pas être mise à jour et n'ayant aucun dossier source, ne peut pas être utilisée. Et donc des communes qui sont extrêmement frileuses et qui aujourd'hui ne veulent pas repartir sur le numérique parce qu'elles ont trop investi pour finalement un résultat qui est somme toute presque plus catastrophique que s'ils n'avaient rien fait, puisqu'ils ont créé la danse. Et aujourd'hui, voilà, le constat d'échec est là. Donc en gros, si je devais résumer les petites cités de caractère et le numérique, oui, c'est un outil formidable, c'est un outil qui doit être utilisé à bon escient, et on doit savoir pourquoi on l'utilise. Et c'est surtout pas le remède miracle pour les élus, et c'est souvent malheureusement comme ça que parfois il est encore vu. Des élus imaginent qu'ils vont faire un investissement, et que derrière, il va pouvoir être utilisé sans frais de fonctionnement, et que c'est vraiment l'idéal. Or, on sait que c'est faux, parce qu'il faut faire des mises à jour, il faut faire vivre l'outil, et que, voilà, pour moi, le numérique ne doit pas remplacer l'humain, mais il doit être côte à côte pour une meilleure valorisation du patrimoine. Voilà. Merci beaucoup Anne. C'est très important ce que nous dit Anne Soula, effectivement, c'est que le numérique n'exonère pas d'avoir une stratégie. S'il n'y a pas de projet de territoire, de toute façon, il n'y a pas d'outil qui puisse servir une quelconque stratégie. Donc la stratégie, elle précède. Et c'est vrai qu'on l'a entendu, et on va peut-être le entendre aussi avec Stéphane Adam pour les parcs. Il n'est pas question que le numérique fasse écran avec le patrimoine. D'autant que, Stéphane, si on randonne avec une tablette, à un moment donné, ça va mal finir. On verra. On va bouffer du caillou. Donc, et idem, on l'a vu hier avec le projet de Vol-Vicomte, basé sur l'audition, l'idée n'était pas de mettre un écran entre moi et le patrimoine. Donc il y a bien toute cette réflexion, et c'est super important effectivement que des associations comme les petites de caractère apportent cette ingénierie aux communes. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on se dit, le numérique c'est pas cher, sauf que non, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, donc on connaît le dicton. Et puis derrière, voilà, il faut le faire tourner, parce qu'on crée du désir, on crée de la fréquence. Si des cités numérisent leur patrimoine, comme l'a fait il y a une douzaine d'années la réunion des musées nationaux, se disait que si on fait des visites virtuelles des musées, les gens ne viendront plus. Ils en ont fait un, puis deux, puis trois, puis ils ont vu qu'en fait, ça a augmenté le désir de venir et ça a augmenté la fréquentation du musée en physique. Donc c'est un formidable outil d'appel, mais derrière, il faut qu'il s'inscrive dans une stratégie. Stéphane, non, les gars, c'est Stéphane, l'adjoint directeur de la Fédération des parcs. Comment, effectivement, au sein des parcs, cette question est-elle regardée? On l'a vu, il n'est pas question de faire écran au patrimoine. On se dit aussi que parfois, dans les parcs, en termes de connectivité, ce n'est pas numéro un. Il n'y a peut-être pas vocation à l'être. Mais aujourd'hui, quelles sont les réflexions que mène la Fédération sur cette question du numérique et de ce patrimoine naturel? Voilà, une très bonne question, j'allais dire. Alors, nous, on est un peu, effectivement, on est franchement au cœur du sujet parce que les parcs naturels régionaux ont été créés il y a une cinquantaine d'années sur le principe que les patrimoines, alors au sens de ceux que Sébastien a cités, c'est-à-dire naturels, mais aussi culturels, techniques, puisque on parle aujourd'hui de parcs naturels régionaux, mais on aurait pu très bien parler de parcs naturels et culturels régionaux. Oui, c'est vrai. Tellement la dimension humaine, on est en plus sur des territoires habités, on est des territoires préservés, protégés, mais habités. Donc
C'est un peu ce qui fait la spécificité des parcs naturels régionaux par rapport à d'autres espaces protégés. 4,5 millions d'habitants hein, sur le parc. Ah oui, quand même. Donc c'est une conception différente à l'époque, quand ils ont été créés, une conception différente des politiques de préservation. D'ailleurs, le ministère de l'Environnement n'existait pas encore à l'époque, donc c'était un peu précurseur. Donc c'est une autre manière d'envisager les politiques de préservation, en considérant que le patrimoine, il faut le protéger, notamment parce que c'est le socle, c'est le capital principal de ces territoires. Alors, il y a 50 ans, c'était un sacré challenge, quoi, parce que dire aux habitants, vous habitez un territoire rural, enclavé, mais là vous avez un potentiel. Voilà. Bon, ils vont regarder des fois avec des yeux un peu bizarres, quoi, hein, mais fondamentalement, le temps nous a montré que, au fur et à mesure, et je partage beaucoup de ce qui a été dit avant, au fur et à mesure, on a pris conscience de la richesse et du fait que le patrimoine ou les patrimoines sont facteurs de développement économique, social et culturel. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, juste pour vous donner un ordre d'idée, 56 parcs, toutes les régions françaises sont concernées, 4400 communes, c'est 4,5 millions d'habitants, 17% du territoire national. Donc, d'une logique de dérogation, on arrive progressivement à quelque chose qui se généralise, avec d'ailleurs des principes qui sont repris, c'est d'ailleurs notre mission, l'État nous demande d'expérimenter, pour ensuite pouvoir faire en sorte que d'autres territoires s'inspirent. Donc, toutes les logiques de projet de territoire sont quand même nées, effectivement, des chartes des parcs en partie. Donc, voilà. Ça, c'est la photographie. Un réseau en croissance. On a eu encore 2 nouveaux parcs au mois de juillet, donc Baie de Somme et puis Mont Ventoux, avec des caractéristiques, Sébastien, si tu veux passer, des caractéristiques géographiques, physiques, industrielles, parce qu'on a bien sûr un panel de parcs plutôt orienté sur l'activité agricole, voilà. Et puis vous avez des parcs qui sont avec des fortes traditions industrieuses, comme d'ailleurs tout près d'ici, puisque vous avez le Livre-Forez au nord, et puis vous avez par exemple le parc du Pilat dans la Loire, qui sont des exemples de parcs avec encore aujourd'hui des bassins industriels. D'ailleurs, la coutellerie sur Thiers, elle n'est pas née à Thiers, elle est née dans la montagne, dans le milieu rural. Et puis progressivement, elle est venue s'installer sur Thiers. Donc pour vous dire que cette dimension, même industrielle, elle est très présente dans les parcs. Voilà. Donc c'est juste voilà, une manière. Les parcs, c'est des territoires, comme vous voyez, mais c'est aussi 300 000 entreprises et à peu près 700 000 salariés ou travailleurs. Vous voyez, donc c'est ça la réalité. C'est des lieux de vie. Voilà. Comment ? C'est des lieux de vie. C'est des lieux de vie, c'est des villes, des cités, voilà, donc qui sont des fois villes-portes, mais qui sont des fois dans les parcs. Voilà, avec donc ces patrimoines qui sont, encore une fois, la base du développement et de la constitution de la charte. C'est-à-dire les partenaires vont s'entendre en disant mais comment on fait pour que ce patrimoine, on puisse le valoriser, mais dans une optique de préservation, parce que votre capital, bien sûr, si vous le détruisez, eh bien, vous n'aurez plus les fondamentaux pour envisager un développement touristique, agricole, etc. Voilà. Et donc, la logique dans tout ça, c'est que eh bien, le patrimoine, il est protégé. Alors, on n'a pas de procédure, par exemple, là aussi, c'est quelque chose qu'on entend difficilement, parce qu'on a l'image des parcs américains, avec vous savez, des barrières, avec des interdictions, un arsenal réglementaire, et les parcs naturels régionaux n'ont quasiment pas de réglementation spécifique. Ah bon. Tout se fait sur la base du contrat, de la discussion, du dialogue, de la négociation. Alors, il y en a qui diraient que des fois c'est long, mais on se dit que l'un dans l'autre, entre des réglementations, et on le vit aujourd'hui, qui sont pas perçues comme pertinentes et qui ne sont pas appliquées, et des logiques de discussion, le résultat n'est pas toujours négocié. Voilà, le résultat n'est pas toujours là où on l'entend. Ça veut dire que oui, il y a du temps perdu à par an, qu'il y a du temps gagné. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, l'idée c'est de préserver,
mais dans une logique de valorisation. L'idée, c'est que les parcs, ils ont vocation à parler au maximum de monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique élitiste, même si, après, il va se poser des questions de maîtrise de l'urbanisation, de maîtrise des flux touristiques, de surfréquentation, et on va y revenir. Mais l'idée, c'est que c'est des territoires qui sont normalement accessibles au plus grand nombre. Et en particulier, on va parler beaucoup de touristes, mais on va aussi parler de clientèle de proximité, des excursionnistes, des gens qui habitent dans les villes de proximité, et même des habitants. Parce qu'on oublie qu'un parc, en particulier, c'est d'abord un projet de territoire pour les habitants. Oui. Et que c'est intéressant de travailler sur le tourisme, notamment parce que, à travers le regard du touriste, on peut modifier le regard des habitants sur leur territoire. Ouais. Vous voyez, parce qu'il y en a qui le vivent mal, qui vivent le parc comme un territoire, encore une fois, enclavé, en voie de désertification, où il n'y a plus d'emploi, il y a moins de vie comme dans le passé, mais ils n'ont pas forcément la vision de ce patrimoine, ou de ces patrimoines riches. Voilà. Et donc, le regard du touriste les amène à dire, ah oui, effectivement, on a la chance d'avoir un territoire qui présente un certain nombre d'avantages. Donc, préservation, valorisation, on a beaucoup travaillé, alors c'était l'époque des années 60 pour ceux qui ont connu, c'était la création des premiers parcs, avec l'idée que c'était des territoires qui étaient assez vierges de structures, de projets, il n'y avait pas d'intercommunalité. Voilà, donc les parcs, dans un premier temps, se sont lancés dans la mise en place de structures muséographiques, de structures d'accueil du public. Les écomusées, que vous connaissez, ils sont nés, c'est de la famille des parcs. Les écomusées, alors, vous voyez les pas de technologie qui ont pu se succéder jusqu'au numérique d'aujourd'hui. Mais voilà, les écomusées, ils ont essayé d'innover aussi avec des technologies de l'époque. Mais voilà, on est sur alors cette mouvance, c'était l'interprétation du patrimoine qui est née dans les années, fin des années 50. C'était plutôt une réflexion anglo-saxonne autour donc, de l'interprétation du patrimoine. C'est un certain Freeman Tilden qui a développé cette idée que pour découvrir les patrimoines, il fallait dépasser la contemplation, l'apport scientifique, et qu'il fallait aller vers des guides, des interprètes qui permettent de comprendre vraiment la plus-value, la richesse des patrimoines. Et donc, il fallait envisager plutôt une posture participative, plutôt que spectateur, pour comprendre et du coup mieux apprécier et mieux protéger. Vous voyez, donc tout l'esprit de la valorisation des patrimoines dans les parcs est né avec cette école anglo-saxonne fin des années 50. Qui est extrêmement cohérente, hein, effectivement. Et on va retrouver cette idée de la présence humaine. C'est-à-dire qu'on dit, vous pouvez contempler, mais on a besoin d'intermédiaires, d'interprètes. Et c'est là où l'homme va jouer complètement son rôle. Et j'y reviendrai parce que nous, on l'a intégré progressivement dans les années qui ont suivi. Voilà. Que dire de plus? Quelques exemples Alors, voilà. de réalisation. Alors, je voulais remercier d'abord Sébastien parce que quand il m'a proposé d'intervenir, je me suis dit, je n'ai pas une photographie de la posture des parcs en matière d'utilisation du numérique par rapport au patrimoine à des fins touristiques. Parce qu'on anime le réseau, on voit des expériences remarquables, mais on n'a pas une photographie de là où on en est. Donc du coup, je me dis, je vais en profiter, je vais faire un petit questionnaire auprès des parcs pour identifier d'abord les principales démarches, en quoi c'est pertinent selon les parcs, et quelles sont les conditions de réussite et puis les freins. Alors, ça m'a bien éclairé parce que ce que j'en sors de tout ça d'une manière un peu générale, c'est que les parcs ne sont pas craintifs du tout par rapport au numérique. Et il n'y a pas un rejet, ça paraît assez évident, mais il n'y a pas non plus de crainte, de forte crainte. L'idée, c'est de se dire, de toute façon,
aujourd'hui, pour valoriser du patrimoine, il y a des enjeux de développement qui sont importants, et le numérique, c'est clairement un outil intéressant qui permet de travailler sur des échelles plus grandes, de renforcer l'attractivité, le design. Je parlais tout à l'heure, je parlais de produits touristiques, le design de l'offre. Par contre, il faut, et c'était évoqué, il faut le maîtriser. Il faut le maîtriser, cet outil, parce que il faut pouvoir être en capacité d'anticipation quand il y a des nouveaux équipements. Je pense à la 3G, à la 5G qui est en cours. Sur les parcs, c'est un vrai problème d'être des acteurs de la discussion pour éviter que les antennes soient installées n'importe où, qu'on ait un effet cumulatif. Voilà, que sur les sites fragiles en particulier, eh bien, il y ait des endroits où on dise non, il n'y en aura pas. Hein. Donc, vous voyez, il y a cette idée qu'il faut le maîtriser, quoi. Il faut le maîtriser. Alors, c'est pas toujours simple parce qu'on est en face des fois de lobbies qui sont importants. Mais voilà, donc la posture, elle est celle-ci, elle est de dire le numérique peut nous apporter un plus indéniable, mais il faut pouvoir le gérer. Alors, par rapport à notre question de l'intermédiation dans le cadre de la valorisation du patrimoine, pour vous donner un exemple de ce qui nous paraît le moins important et ce qui doit permettre de garder l'humain au cœur et d'utiliser le numérique comme un outil. On a souhaité passer un nouveau stade. Pour l'instant, on a une offre touristique qui se constitue. On a une marque qui s'appelle Valeurs Parc Naturel Régional, qui permet de valoriser des prestataires touristiques, mais aussi des agriculteurs, des artisans. Mais on a une difficulté, c'est qu'on n'est pas reconnu aujourd'hui comme destination touristique. Les parcs, en termes de notoriété, en termes de structuration, d'organisation, ne sont pas des destinations touristiques à part entière. Et donc, on sent qu'il y a une demande, et le contexte actuel montre qu'aujourd'hui, il y a une vraie aspiration pour aller à la découverte de territoires comme les nôtres. Il faut passer un cap, c'est-à-dire il faut organiser une offre, la produire et la commercialiser. Et du coup, on a pensé qu'il fallait que les parcs et la fédération soient partie prenante de cette opération, en partenariat avec des acteurs privés. Parce qu'on n'a pas vocation, nous, à commercialiser, on n'est pas des commerçants, on est des animateurs de territoire. Eh bien, l'idée, donc, dans la construction de cette offre, c'était de dire il faut qu'on soit sur un positionnement spécifique. Il faut qu'on se démarque. Donc, on a réfléchi à un positionnement commun aux 56 parcs, ce qui n'est pas toujours facile. Hein, je passe les détails, mais il faut travailler et bien travailler ensemble. Et le positionnement commun qui est ressorti, c'est de dire il faut qu'on propose un partage d'expérience. On est vraiment dans l'idée, on vous fait découvrir. Donc, ça ne couvre pas tous les champs des touristes. Hein. On n'est pas sur un panorama complet, mais on est sur l'idée d'un partage des expériences avec, et ça c'est le point fort, avec des acteurs du changement. C'est-à-dire des gens qui, sur les parcs, ont engagé des démarches alternatives, expérimentales, qui vont dans le sens de la transition écologique, énergétique. Vous voyez. Et ça, c'est véritablement ce que sont les parcs. Oui, il y a les parcs, il y a quelque chose qui ressemble à une démarche, au début de démarche de positionnement marketing, d'une certaine manière, marketing de destination. Exactement. On tient compte d'une demande, on tient compte de ce qu'on est, parce que si vous avez un positionnement complètement décalé, eh bien, vous tombez à côté, quoi, à côté de la table. Donc l'idée là, c'est de pouvoir faire partager. Donc, ça veut dire que au cœur, alors bien sûr, ce sera des démarches de sous-tourisme, de tourisme pour tous, de tourisme de proximité ou de circuit de proximité. Mais ce qui va chapeauter un peu tout ça, c'est la notion de partage d'expérience avec des acteurs. Il reste une minute sur ton temps de parole. J'aimerais qu'on puisse effectivement regarder les exemples que tu nous as apportés, qui sont parmi d'autres. Et donc, dans ce cadre-là, on envisage la création d'une plateforme numérique. Donc, vous voyez, l'outil numérique, là, il est indispensable. Ouais. Il permet aussi, en plus, de travailler sur le design de l'offre, dans des conditions bien meilleures.
mais il s'appuie sur des prestataires, des artisans, des agriculteurs, qui sont les vecteurs de cette transition écologique. Tu disais Christian Brizard, on s'appuie sur le terrain, les remontées de données, voilà. Et la garantie que le service qu'on promeut, il existe bien. Voilà, tout à fait. Donc ça c'est pour illustrer déjà un aspect de la démarche. Alors, sinon, sur les applications qui sont montées de mon en-tête, ce qu'on constate, que ce n'est pas un hasard, on a quand même beaucoup d'applications qui sont sur le domaine de l'itinérance de la randonnée, de la structuration, de la découverte du territoire avec vélo, à pied, voilà, tous les modes doux de découverte. Donc vous avez quelques exemples comme GeoTrek, qui est un outil partagé par à peu près la moitié du réseau, voilà, qui permet de gérer et de mettre en valeur une offre de sentiers de randonnée. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'outil numérique permet à la fois de structurer des territoires et puis de travailler en inter-territoire. Donc ça c'est, je trouve intéressant parce que ça conforte la mission des parcs dans la structuration. Pardon ? Voilà. Donc c'est un outil très intéressant. Juste Sébastien, un point avant, je voulais insister sur un autre aspect parce que là on a visite virtuelle de site, dont en parlant mieux que moi. Il y a un aspect que je voulais aborder, c'est les outils de gestion des pratiques outdoor. Donc là, on est sur du tourisme ou sur des sports de nature, dans le respect des milieux. Un exemple très intéressant, c'est ce qu'on appelle la météo des oiseaux en Argonnaise, en Méditerranée. C'était l'idée au départ qui est née d'une rencontre entre une animatrice du parc et un pratiquant du windsurf sur le littoral, qui ont fait le constat, en discutant, alors voilà, on est dans la logique de la discussion, qui ont fait le constat qu'il y avait un problème potentiellement de conflit d'usage entre des populations d'oiseaux menacés, des sternes, et puis des pratiquants de sport de glisse. Et ces gens-là donc, ont réfléchi, on dit, mais on va créer des informations, on va nourrir des informations à partir d'une page Facebook gérée par le pratiquant de sport de glisse pour vulgariser l'information, pour informer les pratiquants des lieux de nidification des oiseaux. Et du coup, le résultat, c'est que les pratiquants ont vraiment apprécié et du coup, on a une occupation des espaces qui se fait en meilleure intelligence grâce entre le milieu et les sportifs. Je vais être obligé de t'arrêter, pardon Stéphane. Le reste, on pourra l'évoquer peut-être plus tard parce que c'est les... Et non, parce que chacun avait 10 minutes de temps de parole, on est déjà à la fin avec toi. Pour ça, avec plaisir. Sur les enseignements, sur les conditions de Brexit, je pense que ça nourrira l'après-midi. Ça marche, merci beaucoup. Non mais ça fait partie, on applaudit Stéphane. Ça fait partie des difficultés de l'exercice, hein, évidemment, on a tellement de choses à dire et puis on a envie d'écouter, mais voilà, on a une visio qui va commencer dans quelques minutes. Anita Herrière-Sorondo, donc directrice du marketing, innovation et nouveaux usages chez Orange. Comment aujourd'hui cette question est regardée chez Orange et quelles sont les propositions de valeur que vous faites au territoire pour les aider à valoriser, promouvoir, à numériser leur patrimoine, pardon. Alors, j'ai envie de vous dire que la question, elle se pose à nous et elle se pose à nous de façon partagée depuis, une vingtaine d'années. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui qu'on travaille avec les territoires. D'ailleurs, on est très impliqués dans les territoires. On a des salariés partout. On a 90 000 salariés à peu près dans le monde. On doit être à 60 000 sur le territoire français avec une très grande capillarité. Donc, chacun d'entre nous est quelque part ambassadeur de son territoire. On est tous originaires de quelque part. On a tous à cœur de faire partager nos passions, nos envies, nos coups de cœur. Donc, on s'intéresse à cette question de comment on peut mettre en valeur ce patrimoine matériel et immatériel depuis près de 20 ans. D'accord. Et on le fait dans une approche qui est une approche ouverte, une approche partenariale, donc en étant au plus près des territoires, évidemment, donc en travaillant avec les territoires sur leurs ambitions, sur leurs enjeux,
sur leurs pratiques. On a un laboratoire des usages, un laboratoire de sociologie au sein de notre centre de recherche. Donc c'est extrêmement précieux et c'est pas réservé à des grandes villes et à des grands projets, mais ça nous permet justement d'accompagner des projets de territoire en ayant ce recul et ce regard de sociologie finalement, de sociologie des usages sur les pratiques numériques. Et ce que je voulais également partager avec vous aujourd'hui, c'est que tous dans cette salle, chacun à notre façon, mais tous, nous baignons dans un bain de données. C'est-à-dire que nous avons autour de nous en ce moment tout un tas de données qui sont là, qui sont accessibles. On a un outil assez extraordinaire dans chacune de nos poches qui est un smartphone, qui permet aujourd'hui à peu près, allez on va dire à peu près partout, parce que c'est vrai qu'en France on a entrepris une couverture du territoire qui est extrêmement importante en matière de numérique, grâce d'ailleurs au territoire hein, et avec eux. On a cet outil qui est un peu une télécommande permanente qui nous permet de rester en lien avec nos passions, en lien avec nos amis, de partager avec eux nos coups de cœur. Et je ne sais pas si vous en faites expérience, j'en suis sûre que vous la faites. Sur Instagram, sur Facebook, il y a une quantité absolument énorme de données qui circulent et que chacun peut partager en apportant ses commentaires. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que notre rôle, c'est à la fois un rôle d'accompagnement, un rôle de proposition, un rôle d'acteur au sein d'écosystèmes qui sont des écosystèmes complexes. On travaille avec les territoires, on travaille avec des chercheurs, on travaille avec de grandes institutions culturelles parce qu'on voit que les pratiques évoluent, les pratiques des publics évoluent. Et puis on travaille bien sûr évidemment avec des startups, avec des jeunes pousses. Et on travaille sur tout un tas de sujets. Je peux vous citer ce qu'on a fait avec la French Tech en Avignon. On a travaillé autour du Festival d'Avignon et avec des dimensions qui sont des dimensions qui ouvrent vers de nouveaux publics. J'en veux pour exemple ce qu'on a fait donc avec Avignon. On a travaillé sur le jeune public avec des jeunes d'Avignon qui sont des jeunes de quartiers difficiles. Donc l'idée c'était de les associer sur plusieurs mois, hein, dans le cadre d'un projet pédagogique, à la façon dont on pouvait donner accès au jeune public à du théâtre, donc une expérience nouvelle du théâtre. Et on a ouvert à des publics éloignés, donc notamment à des enfants qui sont hospitalisés. Donc on a mené une expérience avec le CHU de Rennes et je remercie la direction du Festival d'Avignon et tous les participants. D'ailleurs, je les remercie publiquement parce que c'est une expérience formidable pour permettre à des enfants qui étaient en long séjour à l'hôpital, de pouvoir être associés à des représentations théâtrales jeunes publics, y compris sur la grande scène d'Avignon, avec un robot qui leur permettait d'être partie prenante de la représentation et d'aller au plus près des acteurs, au plus près des décors, de questionner les acteurs à l'issue de la représentation, d'échanger avec le public à l'issue de la représentation. Donc on voit se développer des pratiques qui s'appuient sur le numérique, et qui sont des pratiques qui transforment notre rapport au monde, à l'environnement, au patrimoine, et qui sont d'un ordre tout à fait nouveau. Dans ma petite présentation sur le programme, je donnais quelques tendances, et en exprimant le fait qu'il y a un nombre de données numériques qui sont créées, qui sont absolument énormes à l'échelle mondiale. Et ça, je pense qu'on peut absolument pas l'ignorer. C'est-à-dire que quelque part, chacun d'entre nous produit et consomme de la donnée numérique. Et tout l'enjeu, je crois, qu'on a aujourd'hui ensemble, c'est de faire que ces pratiques soient des pratiques de qualité, c'est-à-dire que elles puissent s'élaborer dans un cadre, je dirais, d'interprétation, qui soit un cadre d'interprétation qui fasse appel à des scientifiques, qui fasse appel à des comités d'experts, qui fasse appel à des spécialistes du patrimoine, à des élus, à des personnes qui sont des professionnels du tourisme, parce que c'est important de travailler sur la qualité de cette donnée qui se propage. Je pense que c'est important d'avoir cette maîtrise collectivement de la donnée et de ce qu'on donne à voir et de la façon dont l'interprétation est faite pour qu'elle soit de qualité. Donc je pense qu'il y a un enjeu de qualité pour nous et qui est la France est un pays qui a un patrimoine absolument extraordinaire, hein, on le voit, quelle que soit la taille de la commune, hein, on est appelé à avoir un contact, à être exposé à un patrimoine extraordinaire.
Et donc, je pense qu'on a tous une responsabilité collective à donner des clés d'interprétation de ce patrimoine, y compris à des publics qui peuvent être des publics qui arrivent avec une certaine naïveté face à ce que l'on présente. Et donc, le numérique, c'est l'occasion, c'est l'opportunité de donner des clés d'interprétation. Donc, ça veut dire que les projets que l'on travaille ensemble, si j'ose dire, sont des projets qui s'inscrivent dans la durée. Je pense que le numérique n'est pas seulement un outil. Et je voulais partager avec vous quand même cette nouvelle, hein, c'est que l'Homo sapiens, il est devenu depuis quelques années un Homo numericus. Hein. Donc quelque part, on est des humains augmentés. On est des humains augmentés de par notre possibilité d'accès à l'information avec l'ensemble de nos moyens numériques. Et donc ça veut dire qu'il y a une exigence derrière. Il y a une exigence en termes de qualité. Alors je pense que tout le monde peut partager ici, alors avec des différences qui vont progressivement s'effacer, mais globalement, on est en train de relever le défi du déploiement des infrastructures numériques à l'échelle nationale et les territoires. Si on Auvergne à l'échéance 2022. Voilà, les territoires ruraux aujourd'hui sont desservis. Hein, je vais m'exprimer comme ça. Bon, il y a encore des choses à faire, mais ils sont parfois mieux servis que certains territoires urbains. Parfois, ou périurbains, voilà. Donc globalement, le champ des infrastructures, on est en train de le couvrir et on est en train de l'améliorer quotidiennement et on fait un effort tous collectivement considérable. Donc on est partie prenante de cet effort, mais c'est un effort collectif. Et je pense qu'il y a une exigence et un effort collectif qui est à faire sur le sujet du patrimoine, sur le sujet de la mise en valeur du patrimoine, donc le patrimoine matériel et immatériel d'ailleurs, hein, puisqu'il y a tout ce patrimoine immatériel qu'il faut donner à voir. Et je pense qu'il faut arriver quelque part à documenter sur le numérique ce que l'on documente lorsqu'on se déplace dans un territoire. Alors nous, souvent, on a l'habitude de travailler avec nos interlocuteurs, hein, quand on travaille sur des projets autour du patrimoine, en pensant l'avant-visite, le pendant la visite et l'après-visite, de façon à accompagner tous les temps avec le ou les visiteurs, parce qu'il y a différents types de visiteurs, leur donner de l'information, mais aussi qu'ils en produisent, et qu'ils puissent produire de l'information de qualité, qu'ils soient les premiers ambassadeurs des patrimoines qu'ils viennent visiter. Donc ça, c'est un effort très important. Et je dois dire qu'on a presque commencé ici, puisque dès qu'il y a eu les flashcodes qui sont apparus, alors je vous parle d'une période qui ressemble un peu à l'Antiquité maintenant, hein, mais on a commencé à penser sur ce territoire un parcours autour de Lafayette. Et alors, on s'est très vite trouvé confronté à des questions de couverture, d'ergonomie d'application, de comment on accède. On n'avait pas tous des smartphones, enfin, c'était compliqué. Donc, ça nous a permis de nous challenger collectivement, de regarder ce qu'il était possible de faire, là où il fallait évoluer. Et puis, on voit aujourd'hui que finalement, ces outils d'interprétation qui sont très simples, hein, les QR codes, on peut en mettre absolument partout. Et que ça permet de donner un accès assez simple à des visiteurs à de l'information qui est maîtrisée et qui est éprouvée. C'est-à-dire que c'est pas de l'information qui va être sujet d'interprétation entre guillemets non scientifique ou non professionnelle. Ça va être une information qui va être utile. Donc je pense qu'il y a une exigence en termes de qualité de l'information pour répondre aux besoins des publics et un besoin d'adaptation. Et aujourd'hui, on a des outils qui permettent de le faire. Donc, c'est une période assez formidable. Hein. Je pense qu'on est vraiment dans un. On a mené des programmes avec des personnes qui ont travaillé sur l'Homo sapiens, par exemple, et je pense qu'on est un peu dans les mêmes périodes de découverte que quand nos ancêtres étaient en train de couvrir les parois des cavernes avec des dessins, tout en ayant des vies où ils étaient chasseurs, où ils allaient chercher des animaux, qui les fascinaient, etc. Nous, on est un peu comme ça avec le numérique aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, on a une formidable opportunité qui s'ouvre à nous de pouvoir donner accès à un décodage du monde qui doit être maîtrisé. Alors moi, je parlerai pas, peut-être, je vais m'inscrire un petit peu en différence, je parlerai pas de l'outil numérique, parce que c'est pas seulement un outil. On voit bien qu'on est acteur du numérique. C'est pour ça que je parlais d'Homo numericus. C'est parce qu'on produit nous-mêmes des contenus. Par exemple, sur Instagram,
Quand vous vous promenez sur Instagram aujourd'hui, vous avez des masses de contenus qui sont absolument considérables, et on voit bien que l'ensemble des territoires finalement sont concernés, mais que la maîtrise de cette information, elle échappe un peu aux professionnels ou aux collectivités territoriales. Hein. Donc c'est un ressenti, c'est une publication, c'est des gens qui mettent en ligne des choses qui les ont intéressés, et donc il faut aider. Je pense qu'il faut accompagner ce mouvement, cette tendance, en donnant les éléments, soit en présentiel, soit à distance, qui permettent d'avoir un accès canalisé à toute cette information. Ensuite, je parlerai de ce qu'on peut faire, par exemple, pour redonner vie à des éléments du patrimoine qui ont disparu. C'est vrai que, par exemple, en Saône-et-Loire, on a travaillé, par exemple, sur Autun. Et à Autun, on a travaillé sur un projet de reconstitution d'une chapelle au sein de la cathédrale d'Autun, qui était un très haut lieu de pèlerinage, hein, qui l'est toujours. Mais cette chapelle a disparu, elle a été détruite. Et le numérique permet de reconstituer, de redonner à voir, donc à travers de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, tout un tas d'éléments qu'on ne fait pas seul d'ailleurs, hein, on le fait toujours en partenariat. Donc vous avez vu, hein, la société Render était présente, hein, sur le stand Orange. Donc on travaille avec tout un écosystème de partenaires pour donner à voir ce qui n'existe plus, mais qui a du sens, pour donner une interprétation par exemple d'un bâtiment. Donc je crois qu'il y a cette exigence que nous devons avoir collectivement, à travailler sur des outils qui soient à la fois simples, ergonomiques, faciles d'accès pour tous les publics, mais qui soient justes dans l'interprétation scientifique qui est donnée. Et je trouve très dommageable ce que vous nous avez expliqué sur ces communes qui sont aujourd'hui un peu en difficulté parce qu'elles se sont appuyées sur un partenaire qui a disparu. Donc ça fait malheureusement partie de la vie. Hein. Mais je pense qu'il y a aussi une exigence de qualité à avoir collectivement sur le choix des partenaires. Et en tout cas, en tant que représentante d'Orange, c'est un point sur lequel on a une attention toute particulière. C'est-à-dire qu'on essaie, quelle que soit la taille du projet, d'apporter de la sécurité aux partenaires avec lesquels nous travaillons et de garantir aux collectivités, aux territoires qui nous font confiance, que ce qu'ils vont développer va pouvoir être durable. Merci. Voilà. Vous n'êtes pas prêt de mettre la clé sous la porte. Je tiens juste à dire que c'était un partenaire qui était important et qui avait pignon sur rue et qui a travaillé avec beaucoup de collectivités. C'est d'ailleurs pour ça que celle-ci l'avait choisi. J'en doute pas. Oui, j'en doute pas un instant. Et ça fait partie aussi de notre courbe d'apprentissage collective. Hein, c'est que le numérique, c'est pas simple. Et que il faut essayer de regarder dans la durée comment ça peut évoluer et comment on peut rattraper aussi ce type d'effet. On retrouve effectivement ce qu'on a partagé hier sur un certain nombre de débats sur la qualité scientifique de la proposition de valeur, être exigeant sur la qualité et la fiabilité, l'inscription dans le temps de ce qu'on va proposer. Merci beaucoup Anita, merci beaucoup. Frédéric Doé, directeur général de la Fondation RTE, partenaire du prix Héritech Le Geste d'Or. Vous, votre point d'intérêt, c'est les territoires. La clé d'entrée dans cette question-là, c'est les territoires et notamment la ruralité. Oui, combien de temps vous me laissez, Sébastien? 10 minutes comme les copains. 10 minutes comme les copains, parfait, merci. Bonjour à tous. Donc la Fondation RTE, c'est une petite fondation d'une grande entreprise qui s'appelle Réseau de transport d'électricité, qui gère une infrastructure essentielle pour notre pays, c'est le réseau d'électricité haute tension, ces jolis pylônes que vous voyez le long des autoroutes ou des TGV, et qui permettent d'alimenter l'ensemble des parties du territoire de l'électricité. Alors, la Fondation RTE elle a une vocation complètement différente, et effectivement, elle est tournée vers les territoires ruraux. Beaucoup de fondations sont thématiques, par exemple autour du développement des usages du numérique ou de l'apprentissage du numérique ou du développement du patrimoine, sa préservation, etc. Nous avons une approche territoriale. Ce sont les territoires ruraux partout en France continentale. Ça représente 90% du territoire français. On est très, je dirais, heureux de faire souvent des actions sur les PNR, par exemple, avec les PNR et les associations qui y travaillent. Donc cette fondation, en fait, comme toutes les fondations, elle doit œuvrer pour des actions d'intérêt général dans le cadre du mécénat d'une entreprise. Et donc les bénéficiaires de nos soutiens, ce sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire
en bon français, des associations qui ont un projet qui a quand même une viabilité économique à la clé. Voilà l'idée générale. Avant de parler plus précisément de ce que fait la Fondation en matière de patrimoine et éventuellement de numérique, je voudrais redire un mot sur ce que fait l'entreprise fondatrice, RTE, en la matière. Parce que quand on construit des infrastructures, eh bien, inévitablement, on altère le patrimoine naturel et culturel qui est là. Inutile de vous dire qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle ligne aérienne d'électricité, la question du paysage se pose. Donc, on a tout un travail de concertation, de co-construction, de partage avec les sachants et les riverains sur le sujet. Voilà. Les élus locaux sont évidemment aussi partie prenante. Je voudrais donner quelques exemples quand même de notre valorisation, parce qu'on n'est pas seulement, on ne fait pas qu'altérer le patrimoine, on peut éventuellement le valoriser. D'abord, le patrimoine industriel. Pas loin d'ici, à Saint-Étienne, nous avons fêté l'année dernière les 100 ans de la haute tension en France. Je trouve que la France a un patrimoine industriel électrique considérable, que ça a été un élément de la compétitivité, on dirait, de la souveraineté du pays assez tôt. Et donc, il se trouve que c'est à Saint-Étienne que un certain nombre d'éléments, le premier dispatching, on dirait en français moderne, mais autrefois c'était un simple centre de régulation des flux entre la Loire et le Rhône, la Saône. Voilà, donc c'est là qu'est né un peu le début du réseau. Donc, c'est vrai que pour ces 100 ans-là, dans le cadre de la Cité du Design, l'année dernière, on avait fait une animation numérique autour de notre patrimoine industriel. Ça valait ce que ça valait, on est très en dessous de ce qu'on a vu qui est à la frontière technologique hier, avec des images absolument remarquables, mais enfin, ça avait déjà un certain attrait. Je voudrais parler aussi de notre valorisation du patrimoine archéologique que nous trouvons incidemment à l'occasion de nos travaux. Comme tous les aménageurs, lorsque nous trouvons des choses, enfin nous trouvons les entreprises qui travaillent pour nous en réalité, on a fait généralement des sondages avant, on a évidemment recueilli l'avis des sachants et notamment des autorités de l'État qui peuvent nous dire attention, là c'est un terrain sensible. Donc à la suite de tout ça, quand on trouve quelque chose, eh bien, disons-le, il y a 30 ans, on aurait vite fait les choses, on aurait probablement d'ailleurs caché les informations. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette approche. On s'arrête, on fait les fouilles nécessaires et si possible, on valorise les résultats. Parce que il ne faut pas que le territoire perde la mémoire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le numérique, de ce point de vue-là, peut nous aider à garder la mémoire. Alors là où je dirais qu'une entreprise comme la nôtre est encore tiraillée entre les anciens et les modernes, c'est que par exemple, lorsqu'on a fait une très belle trouvaille pas très loin d'Arles d'ailleurs, à Graveson, où nous avions un poste électrique à construire, on a trouvé un bout assez bien conservé de la via Agrippa, qui est Arles-Lyon, on va dire, et on l'a donc préservé, on a même fait un préau par-dessus. Vous voyez, on est resté sur une approche physique. Mais on s'est posé la question de le faire aussi en numérique, parce que comme c'est quand même à l'intérieur de notre poste, que personne ne rentre dans notre poste, parce que industriellement, il y a des risques, évidemment, d'électrocution, donc il n'est pas question d'aller... Donc, l'accès est possible, mais rare, et donc on pourrait favoriser l'accès par de l'usage d'outils numériques, par exemple, pour voir ces restes qui sont aujourd'hui valorisés par une fresque, enfin, par des choses beaucoup plus classiques. Un élément nouveau que je cite, qui peut-être vous intéressera, de plus en plus, on fait des ouvrages d'infrastructures électriques sous la mer, et donc l'archéologie sous-marine est également un sujet qui maintenant devient important. Avant, je dirais, éventuellement faire des travaux qui pourraient avoir un aspect destructeur, on fait passer là aussi des sondages, de vérification. Bon, il se trouve, vous le savez sans doute, qu'on va avoir de plus en plus d'éoliens offshore, donc c'est des sujets qui vont se poser de manière récurrente désormais. Voilà, ça c'était pour l'entreprise qui a une certaine culture numérique, qui s'étoffe rapidement en ce moment, mais on part d'une situation où c'était quand même pas le cœur de métier de notre entreprise. Et par exemple, aujourd'hui, nous allons progressivement avoir pour chacun de nos ouvrages ce qu'on appelle un jumeau numérique, qui nous permettra effectivement de prévoir les travaux qu'on doit y faire et puis de
assisté lors de la conduite de ces travaux, ce qui fait que on aura un jour une vision sur ce qui est notre outil de travail, une usine étendue à l'échelle de l'ensemble du territoire, 100 000 km de ligne, et donc on aura cette culture du numérique dans l'entreprise que nous n'avions pas encore complètement. Alors maintenant, je parle de la fondation. La fondation, elle est orientée vers le développement des campagnes. On est plutôt sur le petit patrimoine rural. Là, on n'est pas du tout sur des grands travaux comme... alors, on a fait et soutenu beaucoup de murs de pierre sèche, de belles maisons qui devenaient ensuite une maison des associations, par exemple, dans telle ou telle commune. Peut-être des choses plus structurantes. On a pu soutenir, par exemple, le réseau des châteaux d'Alsace. Il y a une route en Alsace des châteaux, voilà, et qui a eu quelques projets numériques. Mais je dirais qu'ils font partie des tâtonnements dont on parlait tout à l'heure, avec parfois, finalement, au bout d'un certain temps, certains abandons de l'outil. Donc, ça, c'est à remotiver, à reconstruire régulièrement. Je voudrais donner un autre exemple. Nous soutenons une association qui s'appelle l'Atelier Paysan, qui, lui, a pour objectif de restaurer les savoir-faire traditionnels autour des outils de l'agriculture, avec un esprit qui n'est pas seulement d'ailleurs culturel, patrimonial, mais qui est de dire, si vous voulez redevenir un agriculteur qui maîtrise ces outils, voilà comment faisait autrefois, et pas seulement autrefois, puisqu'on actualise avec les matériaux nouveaux, etc., comment vous pourriez avoir vos propres outils si ce que vous recherchez, c'est une forme d'autonomie dans votre production, y compris dans la maîtrise de vos outils de production. Voilà. Donc, et là où c'est intéressant, c'est que comme c'est un travail qui veut bénéficier à tous les paysans de France qui le souhaiteraient, là, toutes les données, tous les outils sont effectivement numérisés pour être disponibles partout sur le territoire. Alors, ceci étant dit, comme on soutient des structures de l'économie sociale et solidaire, je disais principalement des associations, nous ne recherchons pas seulement la valorisation économique. L'équilibre économique est quand même un entrant dans les projets que nous soutenons. Néanmoins, nous cherchons aussi des bénéfices sociaux, environnementaux, territoriaux et je dirais même civiques. Un point très important pour nous, c'est que les citoyens, finalement, s'approprient le projet que l'association présente pour contribuer au projet de territoire. Vous voyez, donc nous, on n'est pas du tout des experts techniques. Quand quelqu'un nous présente un projet numérique ou culturel, l'expert, c'est l'association qui nous le présente. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, et on a une certaine expertise sur le sujet, c'est justement l'animation auprès des citoyens quand il y a association des citoyens, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, c'est la coopération et la co-construction avec l'ensemble des acteurs d'un même territoire pour concourir au projet du territoire. Et effectivement, on cherche des co-bénéfices, c'est-à-dire optimiser l'emploi, soyons objectifs et concrets, optimiser l'emploi sur le terrain, favoriser l'impact environnemental en essayant d'éviter un certain nombre d'inconvénients de certains modes de développement économique. D'ailleurs, spontanément, je dois dire, les projets qui nous arrivent ont tous une dimension environnementale. Vous me laissez une minute encore pour conclure? D'accord. Donc, moi, je voudrais maintenant vous donner les 4 ou 5 pistes sur lesquelles on va travailler, mais d'une phrase à chaque fois. Nous cherchons effectivement une appropriation plus large par les citoyens des territoires ruraux de leur patrimoine à travers le numérique. Ça, c'est vraiment une piste qui nous intéresse beaucoup. Nous aimerions travailler, par exemple, sur alors pour le coup, des outils numériques qui permettraient de mieux interpréter le paysage, parce que pour nous, il nous semble que c'est un élément du patrimoine sur lequel il y a beaucoup à faire encore, pour le voir à travers le temps évoluer, à travers les saisons, et puis aussi parce que alors, ça permet de faire des simulations aussi d'aménagement. Nous aimerions aussi, par exemple, soutenir... On a beaucoup soutenu tout ce qui est spectacle vivant itinérant sur les territoires ruraux. Il y a une dimension numérique dans la scénographie qui commence à monter, mais il y a rarement du lien avec le patrimoine dans les communes où ces spectacles sont présentés. Donc on aimerait travailler par exemple sur cette articulation patrimoine rural, local et spectacle itinérant. On aimerait travailler aussi avec des tiers-lieux et des Fab Labs. Excusez-moi de ces termes peut-être un peu... mais c'est des lieux donc où on peut co-construire et travailler avec différentes disciplines, avec des ressources locales, et où on peut produire. Et donc on aimerait notamment
d'abord avoir une phase d'apprentissage du numérique, parce qu'on pense que dans les territoires ruraux, mais des opérateurs comme Orange y contribuent déjà depuis longtemps, il est important de s'approprier et d'apprendre les outils numériques, et puis de là, avoir appris de produire. Et on en parle pas mal aujourd'hui avec ce qui nous arrive, la Covid. Il est important qu'on retrouve une dimension de production dans des territoires ruraux moins concentrés dans les métropoles. Et puis, il y a quand même un dernier axe qui est la coopération entre l'urbain et le rural. Nous, on est plutôt low-tech, spontanément en termes de culture, on n'est pas des spécialistes du numérique. Néanmoins, il y a du bon à prendre dans ce qui se fait, notamment en milieu rural. Moi, j'ai noté aujourd'hui, après les visites qu'on a fait hier sur le patrimoine du Puy, qu'en gros, on était aujourd'hui au niveau du Festival des Lumières de Lyon. Hein. Donc, ce qui était avant, je dirais, il y a 10 ans, une rareté, maintenant, dans une ville moyenne, est possible, évidemment, à condition qu'il y ait une volonté. Et demain, peut-être que par cet effet de diffusion, nous pourrons avoir des produits de cette qualité qui sera disponible en milieu rural. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Merci pour l'ouverture de ces pistes et ces appels quelque part à des coopérations avec la Fondation RTE. D'un mot, Christian Morizard, je voudrais vous donner le mot de la fin. Quelle est la place du numérique dans le plan Marshall pour le tourisme aujourd'hui? Cela a été dit, je dirais, par madame, entre autres, avec qui nous travaillons. Je ne sais pas si le terme outil est le bon terme. Et il est évident que la maîtrise, en tout cas, des données et l'utilisation des données soit toujours replace toujours l'humain au centre de la problématique. Parce que je crois que, et en plus dans les périodes que nous vivons aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que nous avions tous besoin les uns des autres, qu'il était nécessaire qu'il y ait une très grande solidarité, qu'elle soit à la fois citoyenne, qu'elle soit respectueuse des uns vis-à-vis des autres. Et donc, le numérique, il est évident aujourd'hui, c'est comme si au début du XXe, on avait été contre le téléphone, l'aviation, la voiture. Je veux dire, c'est une évolution normale. L'essentiel, c'est que l'utilisation de cet outil, parce que je considère que ça va même plus loin effectivement que l'outil, mais il n'empêche qu'il faut mettre des mots sur des actes. L'inquiétude, et en particulier de certaines générations, entre autres les miennes, qui se sentent un peu laissées au bord du chemin. Et c'est pas toujours évident. Et je terminerai aussi juste alors sur un point. J'aimerais que dans l'utilisation du numérique, et en particulier sur les réseaux sociaux, l'anonymat soit supprimé. Parce que quelqu'un disait, le numérique aujourd'hui, c'est le café du commerce. Oui, mais avant le café du commerce, vous aviez une personne avant vous qui vous disait des bêtises, mais au moins vous pouvez le reprendre. Là, aujourd'hui, c'est le café du commerce, mais totalement anonyme. Et je pense qu'il y a un effet inverse qui est en train de se produire, c'est qu'il y a des gens qui s'enlèvent des réseaux sociaux parce que justement, ils sentent qu'il y a un côté qui est plus maîtrisé. Donc, je crois qu'on en revient toujours à cela, de la maîtrise de l'outil et de la transversalité des uns et des autres, parce que je crois que ça a été démontré là. Vous avez une mission, c'est vous la défense d'un certain environnement, mais vous n'êtes pas des Iliens. Je veux dire, à un moment donné, votre territoire fait partie d'un autre territoire beaucoup plus élargi, sur lequel vous travaillez, sur lequel nous travaillons. Et effectivement, il n'y a pas de petite ou grande association de défense du patrimoine. Je crois que c'est très important, cette notion, se respecter les uns les autres et travailler en transversalité. Merci beaucoup. On applaudit nos panélistes. Je vous invite à regagner vos places au premier rang. Et je vais accueillir sans tarder Abla Badiloud Fauché, qui est chef de la mission de la stratégie de la prospective du numérique au Centre des Monuments Nationaux, que je vous invite à applaudir pendant qu'elle me rejoint ici. Voilà, ici. Non, ici, là. C'est bien, tout ça. Bien dans l'axe pour nos amis qui sont sur Internet. Et nous allons aller chercher tout de suite Agnès Alfandari, qui devait être avec nous ce matin, mais voilà, qui a été empêchée et qui est avec nous par les joies du numérique, pour le coup.
Donc, on va faire un petit test, hein, puisque du coup, il a fallu improviser. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Agnès? Bonjour à toutes et tous. Ah ben, on vous entend parfaitement. C'est formidable. Formidable. Parfait. Navré de ne pas être avec vous physiquement. Donc, on va commencer avec Abelin. Agnès, normalement, comme vous êtes orientée, vous devez voir l'écran qui est derrière moi. Donc, normalement, on va y arriver. On commence par le film? Non, Ou je vais non commencer par l'image. Eh ben, Voilà. hop. Bonjour à tous. Donc, je peux enlever mon masque, ce qui est merveilleux. Donc, je suis Abla Benmioud-Fauché, chef de mission au numérique au Centre des Monuments Nationaux. Le Centre des Monuments Nationaux, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est le premier opérateur culturel en France, avec en temps normal, mais si j'ose plus tellement parler de temps normal, on accueille 10 millions de visiteurs par an. Et on a trois missions principales. Une mission de conservation et de restauration de nos 100 monuments. Une mission d'accueil des publics, donc billetterie, boutique, médiation. Et une troisième mission de valorisation. Ici en Auvergne, donc, on est représenté par Lionel Arnaud, qui est ici présent. Donc on a 35 administrateurs dans toute la France. Et on administre en particulier le parcours de la cathédrale du Puy, que j'ai découvert hier soir. Et je tiens vraiment à dire, enfin, j'ai fait tout le parcours, que j'étais vraiment éblouie. Alors même si c'était une visite nocturne, mais voilà, c'était une très belle découverte pour moi. Et j'étais aussi vraiment impressionnée par l'initiative du département, de la région, en fait, de mise en valeur de ce patrimoine qui est absolument exceptionnel. Donc, je vous ai présenté le Centre des Monuments Nationaux. Donc là, j'avais pris l'image du Mont Saint-Michel, parce qu'on a des monuments qui sont très connus comme le Mont Saint-Michel, l'Arc de Triomphe, le Panthéon, et puis on a des trésors cachés à révéler partout en France. La première question qui m'a été posée par Sébastien, c'est quelle est ma définition de la filière Heritech. Alors c'est une question qui est difficile. Difficile parce que déjà il y a une définition qui est difficile de l'Heritech. Puisqu'on a vu émerger depuis plusieurs années maintenant des acteurs qui font référence à un niveau international sur la conservation du patrimoine et la numérisation en particulier, et puis aussi sur la médiation, l'expérience de visite. Et c'est des acteurs qui sont un peu hybrides parce qu'ils se nourrissent en fait d'un terreau qui est exceptionnel en France et dont on peut être vraiment fier. D'expertise dans les jeux vidéo, l'animation, la production audiovisuelle, la numérisation, le tourisme. Donc c'est difficilement classable en fait. C'est protéiforme, hybride. Et donc on a vu émerger ces acteurs au service de la conservation et de l'expérience des publics. Vous en avez vu des pépites hier. Et clairement, j'étais pas très à l'aise avec le terme Heritech, pour tout dire. Je le comprends et il est parlant, mais ce qui fait la force de ces acteurs, c'est... alors, j'y suis pas encore, hein, je vais accélérer, mais ce qui fait la force de ces acteurs, c'est leur capacité à raconter des histoires. Et justement, la capacité à faire oublier la technologie. Et donc, c'est pas uniquement un prisme technologique, c'est aussi un prisme narratif. Ce sont des auteurs, en fait... exceptionnel en fait, et Agnès Alfandari va expliquer aussi comment son travail aussi pour valoriser tout cet écosystème à l'international. Et j'étais pas très à l'aise sur le terme de filière non plus. Ah ben dites donc. Mais parce que pour moi la filière n'existe pas encore. Non. Et du coup j'étais à l'aise sur votre initiative et l'initiative de la filière Heritech parce que à l'inverse d'autres industries, on a vraiment des enjeux de mutualiser des outils, des plateformes, de mutualiser la R&D. On a des enjeux de contribuer au développement de ces pépites, de les accompagner aussi dans leur développement à l'international.
Et donc, je suis très à l'aise avec cette notion. Enfin. Mais elle reste Finalement. voilà, Mais tout reste à faire. construire et tout reste à faire et on est très heureux d'être présent aujourd'hui avec vous. Merci à vous. Donc, je ne sais pas combien de temps il reste parce que j'étais là pour vous parler de l'incubateur du patrimoine. Il reste 5 minutes en théorie. 5 minutes, ok. Donc, le CMN, depuis même plus d'une dizaine d'années, on mène des expérimentations dans le numérique, dans le patrimoine. Il y a eu des très belles réussites. En particulier ce qu'on a mis en œuvre avec Histovéry, que vous avez rencontré aussi hier. Qui a son stand, effectivement. Voilà, dans à la cour d'honneur. conciergerie, où pour moi c'est vraiment un très bon cas d'école. Il y a eu des flops, et voilà, c'est la vie du numérique. Et là maintenant, on est arrivé vraiment à une phase de maturité où on a deux objectifs. Un objectif de continuer à expérimenter, mais pas seulement dans le numérique, parce qu'on est persuadé que l'innovation maintenant dépasse le numérique et qu'on a des enjeux aussi d'innovation sociale, d'innovation durable. Et on a du coup une cellule qu'on a créée pour pousser l'innovation dans le patrimoine au sens large, c'est l'incubateur. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est un axe de développement du numérique dans nos monuments, où là, on n'est plus dans l'expérimentation. On est vraiment dans des logiques de prestations commerciales, on est dans des logiques de concession, on est dans des logiques de coproduction, en particulier autour des technologies immersives, réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc par exemple, on va lancer l'année prochaine un jeu Assassin's Creed à Carcassonne, avec de la réalité augmentée. On coproduit avec le studio Lucid Realities une expérience de réalité virtuelle sur la ville de la Savoie du Corbusier. Et à chaque fois, on fait vraiment attention à réfléchir à l'expérience globale, et on en a pas mal parlé aujourd'hui. Et j'aime souvent dire qu'il y a deux faces du numérique, c'est un peu comme Star Wars. Il y a la face de lumière, qui permet vraiment de mieux comprendre le patrimoine, de diffuser le patrimoine hors les murs. Et puis, il y a la face sombre, le côté obscur. Et le côté obscur, si on ne le prend pas en compte, en fait, on peut faire des flops. C'est ne pas avoir une approche design thinking, vraiment penser visiteur. C'est ne pas anticiper la maintenance ou avoir une logique très technocentrée où on veut à tout prix utiliser de la technologie, alors que parfois, un flyer papier fait aussi bien le job. Donc vraiment, on a ces deux axes, expérimentation et diffusion et développement en fait. Et sur le volet expérimentation, l'incubateur, donc on l'a créé il y a 3 ans. Et on va vous passer une petite vidéo dans les minutes qui me restent. J'ose pas dire la minute qui me reste. C'est pas loin. Merci beaucoup. Si j'avais été un peu plus dans l'anticipation, vous voyez, j'aurais tout prévu. En même temps, je vous l'ai envoyé hier soir. Je ne devrais pas le dire. Non, mais... En cliquant sur le slide, vous pouvez la... Non, parce que j'ai... Elle était intégrée aussi dans le slide. Alors, voilà, c'est un moment un peu pénible pour moi. Ok, voyez, écoutez, sinon, donc ça, je ne en fait, retirerai pas si vous voulez, je vais vous parole. faire la vidéo. Ce sera plus simple, non, Sébastien. je l'ai. Voilà, elle est là. Donc, c'est une petite vidéo de présentation en quelques minutes de l'incubateur du patrimoine. Allez, on est parti. Ça commence bien.
C'est quoi, Alors, combien de startups, combien de promotions? Alors, on reçoit à peu près 80 candidatures par an. Donc, on a une promotion par an. Et on accueille entre 5 et 8 startups par an. D'accord. Voilà. Donc, il me reste un peu de temps ou pas? 1 minute. 1 minute. La petite dernière. La petite dernière. Donc, vous pouvez peut-être remonter. Je vais donner quelques exemples. Donc, Askmona, donc qui propose en fait des chatbots basés sur des briques aussi d'intelligence artificielle pour gérer en fait toutes les questions d'infos pratiques qui engorgent en fait nos standards dans nos monuments. Donc l'idée c'est vraiment de dégager du temps auprès des agents grâce à ce chatbot pour leur permettre en fait de passer plus de temps sur des tâches à plus de valeur ajoutée. Donc on comptait lancer donc on a fait une expérimentation avec eux et on comptait lancer un marché cette année. Puis le virus dont je n'ose plus prononcer le nom tellement on l'entend nous est tombé dessus et donc on l'a mis en suspens. Mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et je voulais terminer sur un deuxième exemple. Juste après. Non, alors celui-là on va le passer parce que je vais pas avoir le temps. Sherlock? Alors non, voilà celui-ci. Donc on a travaillé avec un studio qui s'appelle Haken, qui a une démarche vraiment très sensible d'intégration du numérique dans les monuments. Ça rejoint un peu ce que vous avez vu hier avec Volvicomte sur un parti pris d'immersion sonore, qui du coup permet vraiment une expérience sensible dans le monument. Et donc là, l'idée, c'est que donc le visiteur, donc c'est dans une des tours du château de Versailles, s'installe sur ce mobilier qui est en bois, donc qui est chaud, et navigue en fait dans l'expérience sonore via le toucher, en touchant en fait l'accoudoir de ce fauteuil en fait connecté. Et donc on croit aussi beaucoup à de nouvelles expériences qui sortent un peu du cadre, avec vraiment et quand le numérique en fait arrive à créer de l'émotion. Et voilà, c'est un bon cas d'école avec de l'ensemble des sens. Voilà, tout à fait. Super, j'ai montré effectivement les startups qui sont sorties de la promotion. Voilà, retenez ces noms-là, hein, Wintual qui nous vient de PACA, notamment, qui nous a emmené au CES. Merci beaucoup pour ce partage. Abla, vous restez avec nous. On va accueillir, on applaudit Abla, s'il vous plaît, évidemment. Merci. On va accueillir donc Agnès à distance avec nous. Merci de votre patience, Agnès. On a un petit peu de retard sur l'horaire initial, mais tout va bien. On est ravis de vous avoir avec nous. Donc, Abla disait qu'elle était sceptique au départ sur la notion de filière parce que de fait, elle n'existe pas. Sauf que cette filière qui n'existe pas, vous en faites déjà la promotion à l'international. Racontez-nous. Alors, si vous voulez bien peut-être projeter les slides ou les partager. Je vais juste, bonjour à toutes et tous, pardon encore une fois de ne pas être présente physiquement, j'aurais. Juste un petit mot sur l'Institut français très rapidement, donc, dont je suis la directrice du département numérique. Donc l'Institut français, c'est un établissement public qui travaille sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture et qui promeut la culture française à l'international. On peut faire défiler les 4 premières slides rapidement. Ce travail de promotion, on le fait en lien avec l'ensemble de ce qu'on appelle le réseau diplomatique français à l'étranger. Donc, c'est tous les services culturels, des ambassades, des consulats, les instituts français et les alliances françaises dans le monde. Et cela couvre, si vous voulez bien, Sébastien, peut-être montrer les... Ça, c'était juste pour évoquer l'international. On peut passer aux 2 slides suivants qui illustrent les secteurs fort nombreux que l'on couvre, donc le cinéma, le spectacle vivant, les saisons croisées, les programmes de résidence. Et sur la slide
sur la slide suivante, le débat d'idées, l'architecture, la promotion du français et le numérique. Et c'est ce dont je vais parler évidemment un peu plus précisément, puisque c'est ce dont notre département s'occupe. Alors très très rapidement, on peut faire défiler toutes ces slides qui vous montrent un peu le champ des sujets numériques que l'on couvre, les réalités virtuelles, l'art numérique, le spectacle vivant qui hybride aussi, le livre innovant, c'est la slide suivante, tout ce qui concerne le transmédia, donc la web documentaire, fiction pour le web, le jeu vidéo, une industrie pour le coup bien organisée en filière, tout ce qui concerne les expériences immersives, l'éducation numérique, l'éducation artistique et culturelle, et enfin le sujet qui nous occupe plus particulièrement, et peut-être vous reconnaîtrez un objet et une société qui a été citée à l'instant, donc tout ce qui concerne les outils de médiation et plus largement donc ce qu'on a appelé la médiation numérique et l'innovation culturelle. Alors, très concrètement, sur ce sujet, nous venons de mener une initiative qui est ce catalogue que vous voyez à l'écran, qui est destiné à nos collègues à l'étranger et qui fait effectivement la promotion d'un ensemble de savoir-faire français dans ce domaine. On a en fait saisi un peu une double opportunité, un double fait, on va dire, qui est qu'à la fois la France est très très identifiée à l'étranger du fait de sa culture patrimoniale, touristique, de son histoire patrimoniale, culturelle et touristique. Lorsque des grands projets de développement culturel et touristique s'organisent, se montent à l'étranger, il n'est pas rare, il est même très très fréquent que les gouvernements ou les porteurs de projets publics ou privés se tournent vers des acteurs français pour du conseil. Moi, j'ai travaillé de longues années au musée du Louvre, notamment. On était continuellement sollicités sur ces sujets-là, et c'est le cas du CMN également, sur la mise en tourisme, la formation des équipes, quels sont les métiers qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces projets. Ce que l'on souhaite faire au travers de ce catalogue, c'est de montrer que derrière ces grandes institutions, publiques notamment et privées parfois, existe aussi tout un écosystème d'expertise et de savoir-faire privé qui rentre aussi dans l'organisation et la mise en œuvre de ces projets. Et c'est toute cette chaîne de valeur que l'on souhaite valoriser à l'intérieur de ce catalogue. La double opportunité, c'est que la première opportunité, c'est cette expertise française réelle qui existe. La deuxième opportunité, c'est que nos collègues, le réseau diplomatique français à l'étranger, ce sont des hommes et des femmes qui sont en contact déjà avec l'ensemble des acteurs culturels à l'étranger et qui sont donc en contact avec des directrices et directeurs de musées, qui sont en contact avec les personnes au sein des gouvernements qui s'occupent de ces projets de développement culturel ou touristique. Donc on a déjà ces liens. Et l'idée, c'est vraiment de profiter de ce maillage et de ce réseau existant pour, d'une certaine manière, mettre sous le nez de ces personnes cette expertise française qui est peut-être un petit peu moins identifiée que ne le sont le Mont-Saint-Michel ou le musée du Louvre. Et qui par ailleurs fait l'objet d'une concurrence féroce d'autres pays. Je pense notamment aux pays anglo-saxons qui sont très à l'affût de ces projets et très rapides à mettre en avant les entreprises qui chez eux peuvent remporter les marchés. Donc on est dans une logique, là pour le coup, de filière dans le sens où on est clairement dans un objectif d'ouverture de marché pour les acteurs français. Mais en revanche, je rejoins complètement ce qui a été dit. La filière n'est pas encore complètement existante puisque l'écosystème, la structuration des acteurs n'est pas complètement mature et aboutie. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il y a déjà de nombreuses entreprises qui existent et qui ont déjà une activité à l'international ou qui sont capables d'en développer une. Et c'est ce qu'on met en avant dans ce catalogue. Alors, on peut le feuilleter rapidement si vous le voulez. Donc, vous voyez sur la slide suivante, donc c'est le sommaire de ce catalogue. Alors, je précise que ce catalogue est en anglais, puisqu'il est destiné à l'international.
Donc on a essayé, alors ça n'est pas un catalogue exhaustif, et j'insiste pour ceux d'entre vous qui sont dans la salle et qui sont à la tête d'entreprises qui proposent ce type de service, vraiment faites-vous connaître de nous. On a opéré une sélection, d'ailleurs c'est un jury professionnel qui a opéré une sélection qu'on a voulu représentative, mais pas exhaustive, donc il ne s'agit pas d'un annuaire, il s'agit vraiment d'une sorte de présentation représentative de ce que la France, des métiers et des expertises qu'on peut trouver chez les acteurs français. Mais nous diffusons beaucoup plus largement l'information auprès de nos collègues, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une liste bis qui n'a pas pu rentrer dans le catalogue pour lui faire en sorte qu'il soit digeste et que ce soit un objet facile à consulter et à comprendre. Mais bien évidemment, notre rôle, c'est de valoriser l'ensemble des entreprises. Donc vraiment, faites-vous connaître de nous pour que l'on puisse, à notre tour, vous faire connaître de nos collègues et transmettre l'information. Donc, on va revenir un petit peu sur ces différentes sections en les feuilletant. Juste en introduction de ce catalogue, on a souhaité mettre en avant quelques institutions importantes françaises, qui sont donc je dirais, si on fait une métaphore de vélo, par exemple, on va dire que c'est vraiment le leader et qu'on essaie de mettre les entreprises dans la roue de ces grandes institutions qui sont, elles, déjà bien connues à l'international. Et on a interrogé ces institutions sur leur usage du numérique et de l'innovation en général. Donc, effectivement, avec, je pense que vous avez sous les yeux l'interview de Valérie Sangor, mais sont interviewés aussi le Musée du Louvre, la Cité des Sciences et de l'Industrie, le MUSEM, voilà, qui sont présentés dans ce catalogue à titre introductif, on va dire. Ensuite, on rentre vraiment dans le dur du contenu avec ces sections. Donc, une première section sur la production de contenu, la distribution. Vous voyez que, donc là, on est sur une fiche, on peut rester sur la fiche de narratif, par exemple, ou de Nouvel Âme. On a voulu vraiment rendre le catalogue très pratique et lisible. Donc, chaque société est présentée de façon très rapide au sein d'une fiche, très visuelle. On a essayé de pas avoir de texte trop long, faire en sorte que nos partenaires à l'étranger puissent comprendre très rapidement l'expertise qui est proposée et avoir accès à des informations qui nous ont semblé importantes, notamment, alors évidemment, toutes les informations pratiques, les contacts, le catalogue est actif, donc les liens vers les sites des sociétés sont intégrés au catalogue, etc. On a une facilité d'usage. On a mis en avant donc un savoir-faire spécifique, mais vous voyez que sur le côté gauche, en haut à gauche, les sociétés ont pu aussi renseigner d'autres expertises qui sont ici présentes sur leur fiche. On leur a demandé aussi de mettre en avant éventuellement des clients qui sont des noms qui ont un impact à l'international. Donc, soit si ces sociétés ont déjà travaillé pour des monuments ou des établissements culturels très connus, c'est quelque chose qui évidemment fait a un impact en termes de référence. Des grandes marques de luxe aussi sont des noms qui impressionnent et qui rassurent et qui valorise le travail de ces entreprises. Donc, on l'a fait aussi apparaître. Et puis, dans le petit encart sur les achievements, on a demandé à chaque entreprise de sélectionner un certain nombre de projets qui leur semblent illustrer le mieux leur savoir-faire. Alors, merci, ce catalogue sera mis à la disposition effectivement de l'ensemble de la communauté, et via notamment notre newsletter destinée à 20 000 acteurs à la fois du patrimoine, du tourisme et du numérique. J'aimerais avoir, je dirais, face caméra, votre regard sur justement la capacité que ces entreprises ont à s'exporter. Aujourd'hui, quels sont les pays qui sont très très en demande de ces savoir-faire ?
Alors, la capacité à s'exporter, ça a été une des conditions pour figurer au catalogue. C'est-à-dire qu'on a été sollicité, et, on fait un travail de veille assez large sur l'ensemble des acteurs de cette, voilà, qui sont au sein de cette expertise. J'allais dire de cette filière, mais on y vient petit à petit. Et certains nous ont confié ne pas être encore complètement mûrs pour partir à l'export. Par exemple, le fait de ne pas avoir de site internet traduit en anglais, par exemple, c'est un premier frein qui est difficile à surmonter. Donc là, les entreprises qui figurent au catalogue sont normalement vraiment des entreprises qui sont prêtes à travailler à l'étranger. Alors, elles sont pas forcément toutes prêtes à travailler aux 4 coins du monde. Certaines nous ont dit avoir visé plutôt un marché européen, quand d'autres sont déjà vraiment à l'export aux 4 coins du monde. Est-ce qu'il y a une success story, entre guillemets, qui vous a marqué parmi les entreprises que vous avez rencontrées lors de l'édition de ce catalogue? Ce qu'on sait, pour répondre à votre question précédente sur les régions du monde où on sent un intérêt très fort et surtout des politiques de développement culturel et touristique. Alors, c'est évidemment les régions du Golfe. Ça, je n'apprends rien à personne, puisque on a tous suivi depuis des années les travaux assez gigantesques du Qatar, d'Abu Dhabi, etc. Voilà, qui ont vraiment des politiques après pétrole très tournées vers le tourisme et la culture, et donc où les Français ont excusez-moi, était particulièrement présent, mais c'est aussi ce qui nous a permis d'identifier que les institutions étaient très présentes, mais que les professionnels privés n'étaient pas toujours identifiés, puisque quand je vous parlais de la concurrence avec les Anglais notamment ou les Américains, c'est à l'occasion de ce type de projet qu'on a pu constater que on était très bien identifiés pour avoir du conseil sur, par exemple, la construction du bâtiment, mais quand il s'agissait de réaliser le site internet du musée en question, c'était pas toujours à la porte des entreprises françaises qu'on allait toquer, et c'est ça qu'on veut changer pour montrer que ces savoir-faire sont présents chez nous, qu'on a vraiment tout l'écosystème complet, valorisable et utilisable dans le cadre de ces projets. En Asie aussi, c'est une autre région du monde où on a constaté des politiques culturelles très avancées, ou en tout cas de développement de musées. Je pense à la Chine notamment, qui a construit depuis 2015-2016 un nombre de musées absolument extraordinaire, dont certains d'ailleurs sont assez vides, parce que les infrastructures ont été construites, mais avec pas forcément toujours des collections. Donc ça, c'est des opportunités aussi pour une nouvelle forme d'activité que développent beaucoup de ces entreprises et certaines institutions publiques, à savoir des expositions numériques qui sont complètement exportables et diffusables à l'international, et qui donc peuvent être accueillis dans ce genre de lieu. On a passé un petit peu rapidement une première slide là sur ce que propose par exemple Lucid Reality, si vous voulez revenir un tout petit peu en arrière dans les slides. Et voilà, ça ce sont en l'occurrence, il s'agit d'un programme sur Monet, mais c'est des expériences qui peuvent être installées dans des lieux pour lesquels, en tout cas, nous, on cherche des lieux à l'étranger qui sont en capacité d'accueillir ce type de projet. Donc voilà, il y a plusieurs pays en Asie qui sont assez intéressés et actifs sur ce type de stratégie de développement culturel. C'est vrai aussi d'une partie de l'Amérique du Sud. Je ne vais pas être trop longue, mais en tout cas, on est certain que... ça exporte déjà, et on a peut-être intérêt rapidement à s'appuyer sur elle aussi pour travailler nos propres patrimoines, avant que cette valeur ajoutée finalement ne profite à d'autres territoires. Mais là, c'est le côté cloche-merle. Merci beaucoup Agnès Alfandari. Merci beaucoup à Blaben Miloud Fauché. Cédric O n'a pas pu être avec nous, y compris à distance, pour des raisons effectivement indépendantes de sa volonté. De fait, quand on est en charge de la V2, voire de la V3 de Stop Covid, la vie devient tout de suite un peu plus compliquée. Mais voilà, nous bénéficions de la bienveillance de la mission French Tech par rapport à ce que nous initions ici aujourd'hui. Donc progressivement, effectivement, ces choses, on l'a vu avec l'allocution de Roselyne Bachelot hier, et avec ce soutien de la mission French Tech et du secrétariat d'État au numérique, petit à petit, les convergences se mettent en place, et petit à petit, on arrivera peut-être à accoucher d'une
filière. Merci. Je vous demande d'applaudir Agnès Alfandari et Abla Bamiloud-Fauché. Merci beaucoup, Agnès. Merci. À bientôt. Au revoir.